Fuyant les combats ou chassés par l'armée sioniste, plus de 700 000 Arabes quittent le pays. Les opérateurs des Frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. Les Juifs constituent la moitié de la population de Jérusalem, mais dans tout le pays, ils sont moins de 5%. Les chrétiens sont 10%, les musulmans 85%. Ils sont tous sujets du sultan de Constantinople. Dans l'Empire ottoman, il n'y a pas de frontières, seulement un découpage administratif. Dans cet immense territoire, la Palestine ne représente que 27 000 km². 3 petits districts au sud de la province de Damas. Le même empire au XVIIe siècle. Entre-temps, il a perdu les Balkans. La France et l'Italie lui ont pris l'Afrique du Nord. L'Angleterre s'est installée en Égypte, à Aden, et même à Koweït déjà. Mehmed V, le dernier sultan. Son empire est malade, il croule sous les dettes. Des officiers modernistes exigent des réformes. Dans les provinces, on parle d'indépendance. Le régime est aux abois. Alors au nom du sultan, les gouverneurs érigent des potences. À Damas, à Beyrouth, en Palestine. Les Juifs sont désignés par le régime tsariste comme la cause de tous les malheurs du peuple russe. Ils étaient 5 millions en 1880. En l'espace d'une génération, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Pour échapper au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. Le sionisme. Le sionisme. À la fin du 19e siècle, ils sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler la terre, créer un juif nouveau, saint de corps et d'esprit. Ils sont les premiers nationalistes juifs. On les appelle les amants de Sion. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Théodore Herzl. Il est né à Budapest, a grandi à Vienne, et il est journaliste. Après l'affaire Dreyfus, il écrit « Si même la France des Lumières veut la mort des Juifs, alors il faut que nous ayons une terre à nous, un État dont nous serons les maîtres. » En 1897, il préside le premier congrès sioniste en Suisse. Il crée les structures d'un appareil politique efficace. Il s'est donné 50 ans, pas plus, pour réussir à fonder un État juif. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Certains refusent de vendre à de telles conditions, mais d'autres ne se font pas prier. C'est dans un village comme celui-ci que le premier kibboutz est né. Dans les archives du mouvement sioniste, cette histoire est racontée par 3 photos. Le village s'appelait Juni. Il est vendu et vidé de ses paysans. Les maisons de terre battues sont remplacées par des cabanes en bois, comme en Russie. Juni s'appelle maintenant Degania et l'aventure collectiviste commence. La première génération née au kibboutz apprend à tout partager, entre juifs.
On leur apprend aussi que les Juifs, peuple sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les Juifs ne constituent encore que 8% de la population. La même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti ouvrier des Juifs de Palestine. David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben Gourion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël. Pendant que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Kaiser Guillaume II est reçu à Constantinople. Le sultan Mehmed V ne maîtrise plus vraiment le pouvoir. Son gouvernement le pousse à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne contre la France et l'Angleterre. C'est l'erreur qui lui coûtera son trône et son empire. L'erreur que les puissances occidentales attendaient pour donner le coup de grâce à l'Empire ottoman. Hussein, shérif de la Mecque, chef de la puissante famille des Hachémites. Pour vaincre les Turcs, les Britanniques ont besoin de lui. Ils lui promettent un grand royaume arabe, uni et indépendant, à condition de lancer la guerre sainte contre Constantinople. Envoyé en Arabie, un autre homme va jouer dans les coulisses de l'histoire. C'est un agent des services secrets britanniques, le colonel Lawrence. La légende et le cinéma l'ont consacré, Lawrence d'Arabie. Quelques rares images nous montrent Lawrence dans le désert. Lawrence reçu par Faisal, le fils du shérif. Faisal veut être roi de Syrie. Son ami Lawrence lui promet qu'il le sera. Ensemble, ils vont ouvrir aux Anglais la route de Damas. C'est la grande révolte des Arabes contre les Turcs. Nous sommes en 1916. Mais ni Lawrence, ni Faisal ne savent que les provinces arabes sont déjà partagées entre la France et l'Angleterre. Dans une chambre d'hôtel à Paris, deux hauts fonctionnaires se marchandent le Liban, la Syrie, l'Irak. Le français Georges Picot dessine en bleu. L'anglais Mark Sykes dessine en rouge. Pour la Palestine, ils prennent une troisième couleur. On en fera une zone internationale après la guerre. En 1917, l'armée britannique entre en Palestine par le sud. Ici, au fil des siècles, on a vu passer les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Turcs. Sur la route de Damas, c'est un nouvel empire qui arrive. Le 9 décembre, les Britanniques ajoutent un dernier joyau à leur couronne, Jérusalem. 3 semaines plus tôt, une petite lettre avait dévoilé leurs intentions. Signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, cette lettre est devenue célèbre sous l'appellation de déclaration Balfour. Elle annonce à la communauté juive britannique que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. David Ben Gourion, qui avait été expulsé par les Turcs, apprend la nouvelle à New York. Il revient aussitôt en Palestine et s'engage dans l'armée britannique au sein d'une légion juive. Pour les Arabes de Palestine, la déclaration Balfour est le premier signe d'une trahison britannique. Ils s'organisent. En 1919, c'est la réunion du premier congrès national palestinien, l'ancêtre de l'OLP. Le président du congrès est Moussa Kazem al-Husseini, le doyen d'une grande famille de notables de Jérusalem. Son jeune cousin, Amin al-Husseini, va devenir le premier grand leader du nationalisme palestinien. En 1921, il est grand moufti de Jérusalem et président du Conseil suprême musulman. À Londres, le ministre des colonies est Sir Winston Churchill. Il ne fait aucun cas des doléances arabes. Pour lui, l'essentiel, c'est d'assurer le contrôle de l'Angleterre sur ses conquêtes militaires. La Société des Nations ratifie le partage de la région. La Syrie et le Liban sont confiés à la France. L'Irak est mis sous mandat britannique. Ils y installeront sur le trône leur protégé Faisal, fils du shérif Hussein. Pour son frère aîné, Abdallah, ils vont créer un nouvel émirat en Transjordanie. La Palestine est inclue dans le mandat britannique. Et les termes de la déclaration Balfour sont entérinés par la communauté internationale. Il y aura donc un foyer national juif en Palestine. On avait promis aux Arabes un grand royaume, uni et indépendant, mais on a créé plusieurs États séparés. Maintenant, la Palestine est entourée de frontières.
Ici au nord, c'est la frontière avec la Syrie. Une image qui paraît anodine, mais qui signifie la fin d'un grand rêve pour les Arabes du Moyen-Orient. Au port de Jaffa, c'est l'arrivée du premier haut-commissaire britannique, Sir Herbert Samuel. Il est juif. Il est juif. Il est juif. Quelques mois après sa prise de fonction, des émeutes causent la mort de 46 immigrants juifs. L'hostilité des Arabes grandit. Mais en 10 ans, la colonie juive reçoit 100 000 immigrants russes et polonais, et elle passe de 11 à 17% de la population globale. Depuis 20 ans, les Juifs d'Europe et d'Amérique remplissent les petites tirelires en fer blanc du Fonds national. On raconte la naissance de la première ville juive, Tel Aviv, et on oublie de signaler qu'elle se construit aux portes de la ville arabe de Jaffa. Pendant que des soldats en kilt succèdent aux occupants turcs d'hier, pendant que des jeunes femmes nouvelles venues d'Europe exhibent leurs jambes nues, que devient la population arabe? C'est simple, on ne la voit pas, on ne la filme pas, ou si peu. Juste quelques très rares images, celles de Nathan Axelrod, le précurseur du cinéma israélien. En regardant bien, en ralentissant un peu le film, on devine une réalité très différente de celle des colons juifs. Ici, c'est l'Orient. Ces images, trop calmes, ne montrent pas la colère qui monte. En 1929, les Arabes commémorent le 12e anniversaire de la déclaration Balfour par une grève générale. La même année, des affrontements autour du mur des Lamentations dégénèrent et se propagent dans tout le pays. Il y a 133 morts juifs, 116 morts. La Société des Nations envoie des enquêteurs. De leur côté, les Britanniques annoncent qu'il n'y a plus de place en Palestine pour une immigration massive. Mais l'histoire de la Palestine ne s'écrit pas dans les rapports des commissions d'enquête. En Allemagne, Hitler accède au pouvoir. Les premières mesures anti-juives provoquent une recrudescence de l'immigration. Ils viennent d'Allemagne, mais aussi de toute l'Europe centrale. Ils sont 37 000 l'année où Hitler prend le pouvoir. 45 000 l'année suivante. 1935 est une année record avec 65 000 immigrants. C'est plus de juifs qu'il n'y en avait dans tout le pays 20 ans plus tôt. La révolte arabe explose en avril 1936. Le moufti Amin al-Husseini en tête, 5 partis politiques palestiniens appellent au soulèvement général. Les notables, les chefs de village, les paysans, les commerçants. Ils se révoltent tous contre l'occupation britannique et contre l'immigration juive. Les premiers porte-paroles s'adressent à l'opinion britannique. The Arabs who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. La grève générale dure 6 mois. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. C'est l'état d'urgence. Perquisition, contrôle, arrestation.